Ok, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité à ces nouveaux numéros des 60 minutes qui sera un peu plus particulier car il n'y aura pas un seul invité, il y en aura 3 actualités obligent. De gauche à droite, j'ai des débatteurs de haute facture. En premier lieu, je présente Maître Jean-Claude Katende. Ici, il parlera au nom de la société civile. Il est président national de la SADO, une ONG de défense des droits de l'homme, un habitué de ces plateaux. On l'a cherché, il n'a pas eu un agenda facile, on l'a eu quand même. J'espère qu'avec lui, on va partager d'importantes réflexions au profit du Congo. Bonsoir, Jean-Claude Katende. Bonsoir. Au côté de Jean-Claude Katende, on a Isaac Bakoukou. Il est de Ensemble pour la République, le parti de Moïse Katumbi Chapoué. Il vient fraîchement de Mbandaka. Il est s'incliné devant la tombe d'Henri Thomas Lokondo. Nous le remercions de cela. Bonsoir, Isaac Bakoukou. Bonsoir Jean-Pierre. Si je porte mon masque, c'est pour rappeler à mes compatriotes que il y a la 3e vague et protégeons-nous. Et la seule façon de se protéger, c'est de pouvoir respecter les actes de barrière. Merci beaucoup Isaac. La 3e personne, c'est Chris Mukendi. Il est de l'Union Sacrée de la Nation. Il est de l'AFDC, du professeur Modeste Bahat Lukwebo. Bonsoir Chris Mukendi. Bonsoir Jean-Pierre et bonsoir aux téléspectateurs. Mais aussi bonsoir à mes co-débatteurs de ce soir. Ok, actualité oblige, nous partirons de la CENI, on va prendre l'Assemblée nationale, il y aura le Sénat et également la Constitution. On va essayer de la décortiquer un peu avec 3 articles clés, l'article 10, l'article 13 et l'article 111 relatifs à la nationalité congolaise, qui laisse beaucoup de débats à travers les différents salons politiques parce que on sait que 2023, le challenge sera houleux, il sera alléchant. Il faudrait que tout le monde soit au même pied d'égalité pour que le challenge réponde quand même aux prescrits démocratiques tels que lever la loi fondamentale congolaise. Maître Katende, je commence par vous. Aujourd'hui, la commission PH de l'Assemblée nationale aurait abattu un travail important en donnant une nouvelle configuration à la CENI. On a suivi le prof Dieudonné Mbata qui estime qu'aujourd'hui la CENI est totalement dépolitisée, donc on est prêt pour aller avec une saison électorale assez nettoyée pour 2023. Pensez-vous que le travail abattu par Mbata et ses collaborateurs, notamment Daniel Mbao et les autres, aujourd'hui on peut dire que la CENI elle est propre, il n'y a pas d'inquiétude? Merci pour la question, cher directeur Jean-Pierre. Je dois rappeler qu'à partir de 2015, les organisations de la société civile et les partis politiques de l'opposition, nous nous étions sérieusement battus pour que la CENI soit dépolitisée. Ça veut dire pour nous qu'à l'époque, nous attendions que la CENI soit composée majoritairement des acteurs qui ne sont pas directement engagés dans la compétition électorale, ou soit à majorité de ces acteurs-là. Il est pour nous étonnant que les acteurs qui étaient avec nous hier pour combattre la dépolitisation de la CENI soient aujourd'hui ceux qui défendent la politisation de la CENI et à un niveau très élevé, plus même qu'à l'époque du président Kabila. Quand vous lisez bien les dispositions de la loi qui a été, de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale, comme aussi le Sénat, vous allez vous rendre compte que le bureau est constitué de 7 personnes. Il y a une seule personne de la société civile, 4 personnes de la majorité et 2 personnes de l'opposition. Et là, vous vous rendez compte que la société civile a perdu une place. Quand vous regardez maintenant du côté de la plénière, vous allez vous rendre compte, et c'est là que le professeur Mbata et les autres disent qu'ils ont dépolitisé la CENI. Parce que au niveau de la plénière,
vous avez 5 personnes pour la société civile, 5 personnes pour l'opposition et 5 personnes pour la majorité. Mais ce que le professeur Mbata n'aborde pas, c'est la question qui est pour nous fondamentale. Quelle est la question fondamentale pour nous? C'est le pouvoir entre les deux organes. Et quand vous lisez bien la loi, vous allez comprendre que c'est le bureau qui a la clé des élections. Et ça, c'est très important. C'est le bureau qui a la clé des élections. Et c'est pour ça qu'ils ont tout fait pour mettre en minorité la société civile. Et donc, pour nous, à ces jours, nous pouvons dire que la commission conduite par le professeur Mbata a tout fait, sauf ce que le peuple attendait. D'autant plus que la plénière a été totalement égalitaire. Il n'y a plus de déséquilibre numérique, 5 membres par chaque composante, par composante. Et la plénière aussi a un mot pour certaines options au niveau de la CENI. Bien que le bureau lève les grandes options, mais la plénière a toujours eu des positions qui font souvent courber les chines au bureau. Ce que je dois vous dire, c'est que c'est à dessein que les politiciens ont fait que dans le bureau, qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes de la société civile. Et que cette majorité, qu'au niveau de ce bureau, la majorité soit tenue par le pouvoir en place. Ce qui est normal. Et ce qui est fondamental pour nous, c'est le pouvoir. La plénière, comme vous le savez, si vous regardez la CENI passée, vous allez vous rendre compte que la plénière ne se réunissait même pas. Et donc, toute la direction des opérations électorales était conduite par le bureau. Et Dieu seul sait, on n'a pas changé vraiment d'acteur. Les politiciens sont presque les mêmes, avec la même mentalité et les mêmes objectifs de prendre le pouvoir et de le conserver. Mais donc, l'avantage de laisser à vous, société civile, de proposer le président de la CENI, n'est-ce pas les grands morceaux qu'on vous laisse? Non, mais c'est vous qui aurez l'avantage ou le pouvoir, la compétence de produire le président de la CENI. Non, mais les bureaux décident à majorité. Ça veut dire en d'autres termes que quand une décision est prise, le président va être mis en minorité. Ce que nous avons voulu, nous, c'est que la CENI soit composée en majorité d'acteurs qui ne sont pas engagés dans les processus électoraux en tant que compétiteurs, ou que le bureau et la plénière soient constitués totalement de ces gens. Parce que ce qui est en train de se faire aujourd'hui, soyez-en sûrs que nous ne serons pas loin de ce qui s'est passé en 2018. Ok, Isaac Bakoukou, vous avez suivi Maître Katende, pratiquement dans le même ordre d'idées. Aujourd'hui, la CENI semble être prise en otage à entendre Maître Katende par les politiques qui s'arrogent le gros du pouvoir quand même. Au-delà du fait que la plénière sera de 15 membres, 5 par composante, majorité au société civile, mais au niveau du bureau quand même, l'inquiétude demeure autant de l'époque des Malou Malou, des Goïmoumunda, des Corneille Nanga, il n'y a pas d'avancée. Vous les politiques, tués d'ensemble, donc vous estimez que vous avez toujours bloqué la machine CENI qui doit appartenir à vous politiques. Vous savez, la société civile se plaint toujours. Mais parfois à juste titre, parce que le ratio est toujours faible de leur côté. Le ratio est toujours faible. Depuis 2006, qui ont géré la CENI? Qui étaient les présidents? Ils viennent de dire que la clé des élections, c'est le bureau. Mais Malou Malou était issu de quelle composante? Société civile, mais ce n'était pas le bureau, il n'était que le président. Moulunda, de quelle composante? Et enfin le tout-puissant Nanga, qui jusqu'aujourd'hui, il a une arriérée qui consiste à publier les résultats bureau par bureau, pour simplement dire que on peut me prendre Jésus, descendre, Mahomet, descendre pour organiser ces élections, la société civile se plaindra toujours. Mais moi, j'ai une autre approche des choses. Si nous avons
ces machins de la CENI, c'est parce que ce soit la société civile et les hommes politiques, les fonctionnaires, ne veulent pas que nous puissions évoluer et rendre la compétence au ministère de l'Intérieur d'organiser les élections. Mon approche est celle-ci. Je pense, dans une structure de neutralité, d'indépendance, peu importe la provenance de la personne, une fois que la personne arrive dans cette structure, moi, je dois considérer cette personne comme la sexuée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une personne, désormais, une fois membre de la CENI, membre de la Cour constitutionnelle, membre de la Cour de cassation, membre de n'importe quelle institution, est asexué. Donc, il n'appartient plus à ces anciennes structures, que ce soit la société civile ou les politiques. Il doit être guidé par ce que moi j'appelle le devoir de l'ingratitude. Et ces devoirs d'ingratitude, moi je l'ai vu en Israël. C'est-à-dire, le directeur de cabinet du Premier ministre israélien, après il a été promu procureur de Tel Aviv. Et c'est le même procureur qui a mis en examen Benjamin Netanyahou parce qu'il estimait qu'il y avait des indices sérieux pour poursuivre. C'est lui qui a fait de lui procureur de Tel Aviv. Si l'homme congolais, le politique congolais, membre de la société civile congolaise, se comporte de la manière avec ce que moi j'appelle le devoir d'ingratitude, je crois, nous allons évoluer, et c'est un devoir pour tout le monde, que ce soit les fonctionnaires, parce que on ne peut pas à chaque fois mais c'est la société civile, mais cette même société civile pense qu'il a l'honnêteté à travers la République. Mais nous avons vu le Ngoï Mulunda, nous avons vu le Malou Malou, nous avons vu Nanga. Ça voudrait dire que si on peut changer le casting, que les gens respectent les principes. Lorsqu'on quitte son parti politique, on se retrouve à la CENI, on n'est plus membre de ce parti politique. Le prof Mbata l'avait dit, mais ce n'est pas une nouveauté, Isaac Bakoukou. Mais non, c'est on l'avait insufflé comme ça, à l'époque de Malingo Mounda, on l'a dit, même à l'époque des pratiques qui sont Malou, tu étais biaisé dès le départ. Malou n'a pas été le candidat de l'église catholique. Il n'était pas. Il a été supporté par un évêque. Alors, vous savez très bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons le vent du changement. Nous souhaitons que tous les Congolais puissent changer la manière de voir les choses, la manière de faire de la politique. Parce qu'on n'a pas un autre pays. Tu sais, à un moment donné, quand on fait les choses, il faut l'évaluer. Est-ce que nous avons fait 2 pas en avant, ou nous sommes restés, ou nous avons fait 4 pas en arrière? Alors vous estimez que le travail abattu par le professeur de Mbata et son équipe, c'est un travail appréciable, irréprochable, et on va aller dans ce sens-là? Toute œuvre humaine ne peut pas être parfaite. Mais on est à faisons avec ce qu'il y a par rapport à ce qui s'est passé par le passé. Nous n'a qui était le président de la CENI. Vous savez pourquoi il purge 3 ans de prison? Il ne pouvait. Vous vous rendez compte de ça? C'est gravissime. Ça, c'est notre histoire. Christine Kendi, aujourd'hui, Katende a parlé de l'embrigadement de la CENI par vous, les politiques. Quand même, on se rappellera des cycles électoraux passés. On sait que la société civile a toujours été minorisée.
on pensait qu'avec Dieu de Nembata, il y aurait un changement, mais la PAG est tombée dans le même travers en réservant à la société civile un seul siège au bureau et au niveau de la plénière qui semble être une structure un peu négligée, le nombre égal S. Vous estimez que Dieu de Nembata sur l'équipe, bien qu'adoptée par l'Assemblée, le Sénat, cette loi organique-là va aider le Congo à faire des élections crédibles telles que voulues par tous? Merci Jean-Pierre. Je voudrais d'abord ici communiquer notre position comme parti politique ou règlement politique en rapport avec cette loi portant organisation de la CENI. En juin 2020, nous, FDCA, avions fait un plaidoyer pour demander effectivement la dépolitisation de la CENI. Parce qu'on n'a pas voulu, au sein de la CENI, retrouver des politiques qui influencent ce qui se passe au sein de cet appareil ou dans le cadre du processus électoral. Ouais. On a dit qu'il fallait mettre les acteurs de la société civile à tous les niveaux et qu'on choisisse la vraie société civile. Pourquoi nous avons dit Pourquoi nous avons dit la vraie société civile? Parce que c'est important. Ça, c'est une question importante. Et je pense que c'est là que les politiciens ont eu raison de ne pas confier l'avenir du pays à une société civile politique. Aujourd'hui, nous avons une société civile pro-FCC. Nous avons une société civile pro-Lamuka. Nous avons une société civile pro-Union sacrée. Union sacrée. Voilà. On décide maintenant de confier la responsabilité des élections à la société civile. Laquelle? C'est là où les politiciens sont intervenus pour dire assumons-nous. Parce que chaque fois qu'il y a une réforme, l'exposé des motifs rappelle toujours les processus passés pour dire que à telle époque, on a commis telle chose pour améliorer la loi. C'est comme ça qu'on arrive à faire des révisions et des réformes. Mais l'histoire nous rappelle que, M. Isaac l'a rappelé ici, les élections de 2006, qui l'a organisé? N'est-ce pas la société civile? Est-ce pour autant qu'on n'a pas connu des élections chaotiques dans ces pays? Avec Malou brigadé par les politiques, on se rappellera de la guerre Kabila Bemba centrafile ici. Bien qu'on laisse la société civile organiser, mais on l'embrigade, elle n'a pas les coudées franches. C'est l'impression que ça donne. L'idéal n'est même pas de la politique. De politiser la CENI ne veut pas dire les laisser aux soins de la société civile. Si on veut réellement dépolitiser la CENI, l'idéal serait de laisser la CENI entre les mains du ministère de l'Intérieur. Dirigé par... Sommes-nous prêts aujourd'hui à accepter à ce qu'on confie la responsabilité de la CENI, de l'appareil électoral, entre les mains des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur? Quand on sait aujourd'hui, le ministre qui chapeaute le ministère de l'Intérieur, il est de l'UDPS. D'un parti politique. Quel est l'acteur politique qui va accepter? La société civile sera la première à crier sur les plateaux pour dire qu'on n'a pas dépolitisé. Mais les politiciens eux-mêmes n'ont pas confiance aussi à la société civile. En fait, le problème que nous avons dans notre pays, c'est quel problème? C'est un problème de confiance mutuelle. On se soupçonne mutuellement. La société civile n'a pas confiance aux politiciens. Les politiciens non plus n'ont pas confiance à la société civile. Parce que Nanga était de la société civile. Ngoïmoulou était de la société civile. Malouma était de la société civile. Voilà, maintenant on parle de quelle société civile? Mais je veux mettre une parenthèse, je referme rapidement. Autant que vous citez Ngoï Mulunda, Apollinaire Malo et même Corneille Nanga, tous les trois erronés d'Issor n'ont jamais été acceptés par leur père des deux églises qui représentaient. Ngoï Mulunda boudé par les CC, Corneille Nanga boudé par les CC, Malo boudé par l'église catholique. Tous les trois venaient sous les coudées. Celui qui sera désigné sera aussi boudé. Je vous informe déjà. Parce que c'est comme ça que nous fonctionnons. Chez nous, c'est comme ça. Malo désigné, l'église catholique va la bouder. Ngoïmoulou l'a désigné, il a été boudé. Corneille l'a désigné, il a été boudé. Mais l'histoire ne changera pas. C'est ce que je suis en train de dire. Notre problème, c'est que c'est un problème de confiance. Le Congolais n'a pas confiance à
à son frère politicien, les politiciens n'ont pas confiance à son frère de la société civile. C'est là le problème. Mais qu'est-ce qu'il faut maintenant faire? Ce qu'il faut faire, c'est que nous avons des institutions. Par respect à nos institutions, si nous pensons que nous avons des institutions légitimes dans ces pays, à qui nous avons confié cette responsabilité pour nous apporter des réformes, alors faisons confiance à nos institutions. Mais Christine Kelly, je vous ai Sinon, sortons des institutions, faisons les choses dans la rue. Christine Kelly, mais je dois dire momentanément, en 2006, en 2011, en 2018, le bureau a eu une même configuration. On pensait qu'avec les professeurs Mbata, le bureau changerait les fichiers numériquement. Mais pourquoi on garde le même déséquilibre du nombre? Ça craint quand même entre nous. C'est-à-dire que Mbata a fait comme ceux qui l'ont précédé. Vous n'estimez pas qu'il s'arroge trop de pouvoir les politiques? Mbata sort d'un parti politique quand même. Non mais, tout part de l'article 10, qui dit que les représentants de la CENI viennent ils sortent de la représentation nationale au niveau de l'Assemblée nationale. Lorsque vous avez une majorité à l'Assemblée nationale qui représente 80%, mais ça sera la même répercussion au niveau de la CENI. Malheureusement, c'est ça. Donc moi je dis, si nous tenons à dépolitiser réellement la CENI, si nous voulons avoir une CENI qui ne sera contestée, malheureusement, ça sera contesté toujours, ni par la société civile, ni par les politiques, mais laissons la CENI entre les mains du ministère de l'Intérieur. Comme ça se passe partout dans le monde. Dites-moi, y a-t-il un seul pays? En fait, c'est un système africain seulement. Y a-t-il un pays européen où vous trouvez la société civile en train d'organiser les élections? Il n'y en a pas. C'est chez nous ici que la société civile veut avoir droit au chapitre. Et même lorsqu'on lui donne droit au chapitre, on lui tend la main, la société civile veut prendre tous les bras. C'est ça le problème. Aujourd'hui, les politiciens se sont décidés de s'assumer eux-mêmes par rapport au passé. Nous avons connu des processus électoraux dans ces pays qui ont été conduits par la société civile, mais ça nous a produit que des conflits aujourd'hui. Mais rappelons-nous ici, en tant qu'analyste, que l'histoire de la CENI date de l'accord global inclusif. Ça ne sort pas du néant. Il y avait un précédent et il fallait combler les vides. On va y revenir. Mais on estime que la société civile n'a pas donné de bons résultats. Et quand on voit les 3 présidents qui ont dirigé la CENI, tous de votre corporation, et l'expérience a fait qu'aujourd'hui, que la confiance puisse un peu s'amenuiser. D'abord, je voudrais dire que j'ai soulevé la question de pouvoir entre le bureau et la plénière. Mes co-débatteurs ne sont pas venus là-dessus, ne sont pas revenus là-dessus pour démontrer le contraire. Donc, c'est tout simplement à titre décoratif que la société civile a eu plusieurs places au niveau, n'est-ce pas, de la plénière. Parce qu'on sait que la plénière, c'est tout simplement une coquille vide. Maintenant, quant à ce qui concerne la société civile, il est important de relever que les politiciens n'aiment pas la société civile indépendante. Ils ont besoin des hommes et des femmes de la société civile qui sont manipulables. Parce que si les politiciens avaient le souci de rendre la CENI indépendante, et qu'ils ont besoin des hommes et des femmes de la société civile indépendants, ils les trouveraient. Mais ils ne veulent pas faire d'efforts pour aller dans cette direction-là. Tout simplement parce que ceux qui sont au pouvoir voudraient bien garder le pouvoir. Mais en suivant mes co-débatteurs, je note aussi qu'ils me donnent tous deux l'impression que c'est le président de la CENI qui décide de tout. Mais c'est tout simplement qu'on revienne à la lecture de la loi pour voir quel est le rôle que le bureau joue en tant que corps et le rôle que le président de la CENI joue. Parce que l'impression qu'ils me donnent quand ils disent que la CENI est dirigée par la société civile, ce n'est que la présidence de la CENI. Mais le bureau travaille en tant que corps et les décisions au niveau du bureau sont prises à la majorité. Donc ça veut dire en d'autres termes que on prend un président de la société civile, on le met au milieu de plusieurs politiciens qui l'embrigadent et après on décide par la majorité. Et comme vous le savez,
quand nous prenons l'image de l'ancienne CENI, vous allez vous rendre compte que c'est le camp du président Kabila qui décidait de tout. Et mes frères qui sont autour de la table avec moi s'en plaignaient à l'époque de Kabila. Mais aujourd'hui, ils trouvent que c'est normal qu'on continue à politiser la CENI. Et c'est là que je me dis, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Parce que M. Mukendi de l'AFDC nous dit que dans la période non suspecte, ils ont demandé à ce que la CENI soit totalement dépolitisée, qu'elle soit entre les mains de la société civile. Maintenant que nous sommes dans la période suspecte... Il insiste, la vraie société civile, là, ça pose un problème. Oui, mais non. Quelle est la vraie, quelle est la fausse? La vraie questionnement est encore... mais ils connaissent les gens de la société civile qui sont indépendants. Ils les connaissent. Et moi, je peux les citer, mais je ne vais pas le faire. Ils le connaissent bien. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans la période non suspecte, l'AFDC a émis cet avis de dire, pour le bien de la République, qu'on confie, qu'on dépolitise la CENI. Maintenant, nous sommes dans la période suspecte, où l'AFDC est au milieu d'autres partis politiques, et là-bas, en tant que ce n'est plus l'AFDC qui décide en tant que parti politique, c'est l'union sacrée, avec tout ce monde-là. Et ils ont décidé de politiser davantage la CENI, et nous nous demandons, finalement, on avait combattu le président Kabila pour quelle raison? Ok, Isaac Bakoukou, alors aujourd'hui, puisque la société civile est en train de méconnaître le travail abattu par le prof Mbata et ses collaborateurs, on doit faire quoi aujourd'hui? Doit-on garder, c'est déjà adopté par le Parlement dans les deux chambres, doit-on faire un trop pédalage ou bien on va aller avec ce qu'Mbata a proposé à nous risquer péril parce que 2023 c'est dans pratiquement 23 mois aujourd'hui? Moi, je pense que la société civile doit faire son travail. Lequel? J'en viens. Vous comprenez? Lequel? Parce que, vous savez, pour moi, ça me dérange. Il a été assez éclectique. Pour moi, on met Malou au milieu des six politiques, il a regardé. On met Daniel Yamou au milieu des six politiques, il n'a pas de voix. Pour nous, c'est une honte, ça dérange qu'on parle encore des machins, des CENI, tout ça là, alors que dans des pays normaux, vous avez le ministère de l'Intérieur qui doit organiser les élections. Je crois que la CENI, la société civile, peut dès maintenant faire un travail que le ministère de l'Intérieur puisse former les gens, même créer un secrétariat sur les années comme il y a un secrétariat pour les partis politiques, et que ce soit l'administration. Et que ces gens de l'administration soient outillés. J'ai vu dans l'exposé motif du président de l'Assemblée nationale, il a énuméré un certain nombre de choses. L'absence de pression sur le membre de la CENI, l'intégralité, le respect, toute une série de choses, l'impartialité, tout cela est consort. Est-ce que dans ces pays, sommes-nous incapables d'avoir de fonctionnaires qu'on pourrait qualifier comme le flamand? On pourrait avoir le fonctionnaire qui organise des élections comme en France, comme en Afrique du Sud, comme partout ailleurs où les élections se passent? Parce que nous sommes un État à devenir démocratique. Mais organisons-nous. Cette société civile a été à la base de beaucoup de choses. Et les chaos électoraux que nous connaissons aujourd'hui, ce sont les acteurs de la société civile. Et la plupart de ces gens de la société civile, regardez ceux qui sont devenus des grands politiciens aujourd'hui. Ils sont issus de quelle composante? Société civile. Lui refuse de citer, moi aussi je refuse de citer. Il y a mon défunt grand frère a laissé un article. C'était Boyenge, la bivalence de la société civile congolaise. Je demanderai à l'université Bel Campus de publier cela. Parce que la société civile croit qu'il a le monopole de l'honnêteté. Mais tout compte fait, les politiciens, nous devons nous assumer. Moi, j'appelle au sérieux des politiciens. Pour une fois, faisons quelque chose de mieux pour notre pays.
Ok, Christophe Guédé, aujourd'hui, doit-on applaudir ce que Mbata a fait? Puis on va passer au deuxième thème, des articles 10, 11, 13 et 111 qui parlent de la société congolaise, afin de clore ce chapitre de la CENI. Donc aujourd'hui, Mbata pourrait aussi surprendre la nation, dire que non, c'est retenue politique, on laisse le ministère de l'Intérieur créer une CENI réellement indépendante, mais il a versé comme les autres, puis on va faire avec. Quel est le parenthèse qu'il faut ouvrir pour que cette CENI demain donne raison à Mbata et à la commission PH de l'Assemblée nationale? Non, moi je crois qu'il ne faudra pas personnaliser la loi en disant Mbata, Mbata, Mbata. C'est une loi qui a été votée au Parlement. Il a été chargé de la toiletter, justement. De la toiletter, de la rendre propre, et il a estimé avec sa PH qui était bien, et il a donné aux législateurs. Je crois que le débat a eu lieu en plénière, que ce soit à la plénière de l'Assemblée nationale comme à la plénière du Sénat. Au Sénat, les sénateurs ont voté à l'unanimité. 95 votants, 95 oui. Ça veut dire que au sein de ce Sénat, il y a l'Union sacrée, il y a la Mouka. Lorsque... Il n'y a pas de société civile, malheureusement. Non, parce qu'aujourd'hui, la contestation n'est pas seulement du côté de la société civile. Il y a aussi l'opposition qui conteste. Donc, moi, je dis, au niveau de nos assemblées délibérantes, il y a une frange de l'opposition qui a voté pour cette loi. Donc, ça veut dire qu'ils ont trouvé que c'était, comme a dit M. Isaac, c'est peut-être perfectible. Hein? Elle n'est pas parfaite, cette loi. Même si on l'a dépolitisée en la confiant entre les mains de la société civile, elle ne sera pas parfaite. Parce que l'idéal serait que la CENI soit dirigée par les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur. Donc, en cherchant à ce que nous puissions confier la responsabilité, la plénitude de la responsabilité de la CENI entre les mains de la société civile, même la société civile est en train de pécher aussi. J'aurais voulu que la société civile nous dise qu'il faut dépolitiser en confiant cette responsabilité aux fonctionnaires du ministère de l'Intérieur. Ok, là j'aurais compris. Mais la bataille aujourd'hui, c'est que la société civile, en réalité, on nous a parlé de la bivalence de la société civile. Ceux de la société civile qui étaient là hier, aujourd'hui sont des politiques, sont membres de partis politiques, ils sont leaders de partis politiques. Il y en a d'autres qui ont demeuré depuis 20 ans, la société civile, ça existe, il y a du vrai. Merci, on va clore ce chapitre de la CENI pour prendre le deuxième chapitre consacré à la fameuse question sur la congolité, il faut l'appeler ainsi, nationalité congolaise, il faut l'appeler comme cela. On va débattre sur ce plateau, mes invités ont de la matière là-dessus, et je prends comme épicentre pour ce chapitre l'article 10 de la Constitution qui parle de la nationalité congolaise. M. Katende, aujourd'hui, faudra-t-il encore, l'article est là devant nous, faudra-t-il encore parler de la nationalité congolaise? Est-ce qu'on ne fait pas là encore un rétropédalage? Est-ce que les Congos méritent un tel débat aujourd'hui? Est-ce qu'on ne serait pas déjà en train de parler autre chose que de tripatuer sur qui est congolais, qui ne l'est pas? Merci pour la question. Mais je pense que c'est une question fondamentale. Une question fondamentale dans la mesure où elle est toujours revenue lors des grands débats depuis 1960. Si dans ce pays, il y a eu quelques Congolais qui ont pris la décision de prendre des armes pour réclamer la nationalité congolaise, ça veut dire quelque part que c'est une question importante. Mais moi, je ne l'aborderai pas comme beaucoup l'abordent. Pour moi, je pense que cette question a créé un débat que j'estime personnellement être un débat passionnel. Voyez-vous? Et quand il y a de la passion, la conséquence, c'est que le débat républicain disparaît. Et quand le débat républicain disparaît, au lieu de discuter des questions de telle sorte qu'elles profitent à la nation, chacun discute de la question de congolité en se mettant derrière un individu. Ceux qui sont pour sont derrière quelqu'un, ceux qui sont contre sont derrière quelqu'un. Et moi, j'estime personnellement que je ne peux pas m'engager dans un débat où les gens discutent des individus au lieu de discuter des idées. Et ceux qui discutent des individus, ils voient d'abord leurs propres intérêts derrière cet individu-là. Et moi, je ne peux pas m'engager dans un tel débat.
Parce que, quelle que soit la position que je vais prendre, on va aussi me mettre soit derrière X, soit derrière Y. Et vous estimez vraiment que, à mon âge, avec l'éducation que j'ai reçue, le rôle que je joue, je peux me mettre derrière quelqu'un parce que je dois profiter de l'intérêt. Non, je me mets là parce que j'estime qu'il y a un rôle plus important à jouer pour la République que de jouer pour les individus. Nous devons en fait, la question qu'on doit se poser aujourd'hui est que toutes ces personnes, candidats potentiels pour X chose, pour Y chose, la question qu'on devait se poser, est-ce que sont vraiment des Congolais qualifiés pour assurer ce rôle-là? Que de verser dans un débat que j'estime personnellement que c'est un débat passionnel. Quand même les députés nationaux prennent la parole, je ne sais pas si les gens s'imaginent ce que ça veut dire être un député. C'est en fait quelqu'un qui doit assurer la défense des citoyens sans tenir compte de leur race, de leur religion, de leur appartenance politique. C'est quelqu'un qui doit se battre pour que la République grandisse. Voyez-vous? Mais vous voyez ces députés-là se tenir debout pour dire, si cette proposition de loi arrive ici, à l'Assemblée nationale, nous irons tuer X, nous irons brûler la maison de tel. Est-ce qu'on est dans une République? Ok. Donc j'estime personnellement que c'est un débat passionnel et qui n'a pas d'intérêt. Ok, Christophe Mukedi, je vous prends alors pour cette question de l'article 10 de la Constitution qui parle de la nationalité congolaise. Ces débats vaut encore la peine aujourd'hui, vaut au niveau de l'Union sacrée. Vous avez certainement une position là-dessus que vous défendrez jusqu'en 2023. Mais est-ce qu'aujourd'hui, doit-on encore chercher à savoir qui est congolais, qui ne l'est pas, pour aller compétir aux élections prochaines? Je crois que c'est important. Parce que vous ne pouvez pas confier les destins de votre pays entre les mains des étrangers. C'est une question importante. Mais je pense que nous devons nous assumer. Lorsque nous faisons la lecture de l'article 10 de la Constitution, l'article a, je pense, 4 alinéas, mais du premier jusqu'au dernier alinéa, quelle est la disposition qui est respectée? Aucune disposition. Cet article qui dit la nationalité congolaise est une et exclusive. Ça commence comme ça. Une et exclusive. Est-ce que nous avons des Congolais qui n'ont que la nationalité congolaise exclusivement au sein de nos institutions? Oui. Mais est-ce qu'ils sont le seul à avoir seulement la nationalité congolaise? Non. Au sein de nos institutions, nous avons des gens qui ont une double nationalité. Même triple nationalité, plurinationalité. Mais nous brandissons cette constitution pour dire la nationalité, elle est une exclusive. Vous vous rappellerez encore du moratoire de Vital Kamerhe. Ce moratoire qui est resté lettre morte jusqu'à aujourd'hui. Donc je pense que cette question mérite d'être abordée en toute sérénité. Et j'avais apprécié le fait que le président de la République, lors d'un de ses passages à l'Assemblée nationale, a dit qu'il faudrait réfléchir sur la possibilité de la double nationalité. Il faut, lorsque nous écrivons notre loi, nos lois, il faut que nous puissions nous assumer. Lorsque nous disons exclusif, ça doit être exclusif. Lorsque nous voulons qu'elle soit double, elle doit être double. Aujourd'hui, nous disons qu'elle est exclusive, mais en réalité, elle n'est pas exclusive. Donc, il faut qu'on s'assume. Donc, je pense que la question de la congolité part de là. On ne peut pas aborder d'autres dispositions, deuxième alinéa, troisième alinéa, aussi longtemps que le premier alinéa nous concerne tous. Mais dans ces cas de figure, il y a une grosse crainte, d'autant plus qu'il y a des gens qui estiment que quand on le vote, l'article 10 de la Constitution, sur la société congolaise, c'est pour éliminer certains challengers. Là, ça ne marche pas. Pourquoi on le brandit qu'à l'approche des élections, mais quand le maître l'a dit ici, en des périodes non suspectes, on n'en parle pas. Mais à l'approche des élections, on le brandit, et puis d'autres se sentent déjà lésés et ils doivent être éliminés. Mais pourquoi ils se sentent lésés s'ils considèrent qu'ils sont congolais? Parce que on dit que ce sont des responsabilités purement congolaises. Quand vous êtes congolais, vous ne devrez pas vous sentir lésé. Lorsqu'on parle du Congo, là où vous êtes congolais, vous ne devrez pas vous sentir lésé. Si vous êtes lésé, c'est qu'il y a un problème. Moi, je me dis, en rapport avec cette disposition, qu'il faut que nous puissions simplement nous assumer. Nous avons, c'est vrai,
des étrangers dans nos institutions, dans notre armée, M. Jean-Pi. Imaginez que toutes les fois, on nous dit qu'il y a des troupes zambiennes qui sont entrées au Katanga et qu'ils ont pris une partie de notre territoire. Imaginez que vous avez un président qui est zambien lorsque votre pays est assiégé. Lorsqu'il faut défendre le pays, va-t-il défendre votre pays ou défendra-t-il son pays d'origine? Je crois que cette question, il faut que ça soit vraiment abordé. Mais bon, le problème c'est qu'aujourd'hui, nous sommes tellement familiarisés, il y a de la camaraderie dans la gestion de l'État, il y a du copinage dedans, là c'est mon pote. Donc, il y a aussi cette question d'intérêt, comme a dit M. Katende. Les gens se placent derrière les gens pour garantir leurs propres intérêts, qui n'a rien à voir avec les intérêts de la République. Ok, Isaac Bakoukou, il y a le temps de parole de Katende et de Ismaël Kendi, je vous donne le même temps de parole. Est-ce qu'aujourd'hui, l'article 10 de la Constitution mérite réellement un débat ou bien on doit l'enterrer et passer à autre chose, d'autant plus que, comme Christine a dit, l'incise est claire et elle est sans embâche, exclusivité de la nationalité congolaise. Êtes-vous d'accord avec un tel débat? Moi, je pense que j'ai apprécié l'intervention de Katende. C'est un faux débat. Un faux débat. Vous savez, lorsqu'on vient avec une proposition, il faut être un président de la République des pères et des mères. Mais je vis au pays comme le Ghana, Rawlings, c'est supposé qu'un des parents n'est pas ghanéen. Oui. C'est un militaire qui a remis ses pays sous le rail et qui fait la fierté de l'Afrique. Le problème ne se pose pas en termes Des nationalités. deux individus de nationalité. Le père fondateur de ce pays, de l'indépendance, ils ont rêvé de ce que Lumumba appelait les États-Unis d'Afrique. Ce pays, c'est un sous-continent. Là où le bas blesse, c'est l'autorité de l'État. Vous pouvez aller nulle part ailleurs. Lorsque l'autorité de l'État est établie sur le territoire national et que la République sont respectés par tout le monde, on n'aura pas ces débats-là. Parce que, avec la mondialisation, la globalisation, les mariages mixtes, en vertu de quel principe un bel homme comme Jean-Pi, il va en mission dans le cadre de ses activités, de ses fonctions de journaliste, Canal Kin, rencontre une Française, et puis avec laquelle vous êtes marié, vous avez eu des beaux enfants, et ils ont fait de belles études, et ces enfants reviennent ici, ils ont la nationalité congolaise. Expliquez-moi l'élément qui peut empêcher à ces jeunes hommes ou à cette jeune fille d'avoir de prétention de gérer cette République au sommet de l'État. Vous voulez un État des droits? L'État des droits des principes. Il ne faut pas avoir un État de droit discriminatoire. Peut-être les constitutions a fait tellement de verrous qui éliminent il n'y a pas le problème de nationalité. C'est un droit acquis. Il y a certains verrous. On ne se bat pas pour les droits acquis. On doit se battre pour le droit à acquérir. Mais je pose la question. Nous avons connu la guerre de 97. Il y a eu toute une série d'accords. Et les plus prédominants, peut-être, le président Katende peut rappeler ça, l'accord de cessez-le-feu de Lusaka. 99. Pardon? 99. Voilà, l'accord de Lusaka de cessez-le-feu. Qui a été repris dans l'acte de transition et repris dans la Constitution. Mais ah bon, c'est la loi de la République. C'est la loi de la République. Si la République estime que c'est comme ça qu'on peut évoluer, le problème ne se passe pas au niveau des individus, au niveau des nationalités.
C'est l'autorité de l'État, le respect de la loi et la sanction qui suit la loi. Il n'y a pas une loi pour les autochtones, ni une loi pour les autochtones. La caractéristique du droit, du principe du droit, elle est générale, impersonnelle et abstraite. Vous, parce que vous êtes Congolais des souches de père et de mère, vous pouvez m'écraser, écraser un demi-Dakar, on vous laisse parce que vous êtes un Congolais de père et de mère. Non, ça c'est un faux débat. Ce qui est intéressant pour ce grand pays, c'est la méritocratie, les compétences. Ce sont les choses les plus importantes. Rawlings, je donnais l'exemple de Rawlings. Je vais vous prendre l'exemple des États-Unis. Rawlings qui était un militaire, il avait accédé au pouvoir par le coup d'État. La loi ghanéenne n'est pas comme la loi congolaise. Il est demi-Dakar. Mais dans notre conscience, on ne dit pas qu'il faut être des pères ou de mères. La nationalité. Oui. Ou de père ou de mère. Mais dites-moi, ce pays a été géré par qui? Ceux qui vont aujourd'hui à Makala. Dites-moi un président qui a géré le Sénat comme Kengo. On peut donner des exemples. Moi, je pense que dans une république qui se veut démocratique, il faut faire prévaloir les compétences, la méritocratie et le respect des textes de loi. C'est ce que tout le monde doit pouvoir respecter. Ok, j'estime qu'à entendre Isaac Bakoukou, qui est d'ensemble, on peut comprendre pas la frustration, mais l'état d'esprit, parce qu'ils estiment que la compétence, la méritocratie doivent primer au-delà de question de nationalité, parce que c'est un débat qui est un peu à reculons. Bon, je pense, comme je le disais, que c'est un débat passionnel pour certaines personnes, compte tenu des intérêts qu'ils ont en vue ou qu'ils défendent. En ce qui me concerne, je dirais tout simplement que quand vous lisez les constitutions de beaucoup de pays, la fonction présidentielle, c'est pas tout le monde qui peut y avoir accès parce qu'il est congolais. Non. Il y a toujours des conditions. Mais ce sont des conditions discutées et convenues de manière consensuelle. Vous voyez? Mais quand j'entends les gens dire que parce qu'on fixe telle condition, c'est discriminatoire, je dis oui. On ne peut pas permettre à tout le monde de devenir président de la République. C'est pas parce qu'un Cheikh est congolais qu'il va devenir président de la République. Non. C'est quand même une fonction qui est soumise à un certain nombre... Comment modifier la Constitution? À un certain nombre... L'égalité de tous devant la loi? Je disais que c'est en fait des fonctions qui sont soumises à un certain nombre de conditions. Si par exemple, on vous dit que pour être candidat président de la République, il faut avoir au moins 30 ans. Si vous avez 25 ans, même si vous avez l'argent, même si vous avez le mérite, vous avez toute la compétence, vous ne pouvez pas y accéder. C'est discriminatoire. Je dis non. Ce sont des conditions qui sont convenues. Donc je voulais tout simplement mettre l'accent sur le fait que ces conditions-là doivent être convenues de manière consensuelle, acceptées par la majorité des gens comme étant des conditions essentielles pour permettre que nous ayons un président qui soit à même, n'est-ce pas, d'assurer son travail. En fait, ces conditions ne sont pas fixées uniquement pour l'individu, sont aussi fixées pour le pays. Voyez-vous? Donc, il faut vraiment nous éloigner du fait que les conditions engendrent une discrimination. Moi, je dirais tout simplement que c'est une discrimination qui n'est pas dommageable, si cela est accepté par tout le monde. Mais dans les cas d'espèce, les cas qui concernent la République démocratique du Congo, c'est pour ça que je disais, il y a des conditions minimales qu'il faut poser, mais je crois que ce qui est important pour moi, c'est de dire, est-ce que X est qualifié pour, n'est-ce pas, nous assurer une présidence qui soit compétente, qui soit intelligente et qui soit capable de booster le Congo. C'est là que moi je suis le débat. Mais fort malheureusement, on évite ce débat important.
Ok, on va clore ce chapitre-là, on ne va même pas prendre l'article 13 ou ça, on se passer. Le troisième chapitre, il est aussi important que les deux précédents, où nous devions parler du Parlement congolais, le Sénat, l'Assemblée nationale. Il y a eu un octroi controversé des véhicules pour les élus nationaux. Ça laisse beaucoup de passion, on va en parler ici. Mais on commence d'abord par Isaac Bakoukou. Les gens estiment que le Sénat est devenu le repère des gens qu'on doit protéger, même ceux-là qui ont mal géré le cas Matata Ponyo nous laisse beaucoup de commentaires. Pensez-vous que le fait qu'on n'ait pas levé les immunités de l'ancien Premier ministre, le Sénat s'est comporté dignement? Qu'est-ce que vous attendiez de ces Sénats-là? Répond à la question. Je réponds pas, mais ils sont constituants, voilà. Ils prennent des positions. Alors, je vais vous dire une chose, que le Sénat actuel est constitué d'une association de malfaiteurs en bande organisée. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est l'ancien procureur général près la Cour suprême de justice de la République qui avait demandé, avait écrit au président de la République de surseoir la mise en place du Sénat parce que il y a des dénonciations de corruption. Et quelqu'un qui est corrupteur, ce n'est pas Maître Katende qui va me contredire. Ils ont corrompu les députés provinciaux. Et les députés provinciaux, à leur tour, ils ont été corrompus par le gouverneur. Alors, la plupart de ceux qui sont au Sénat ont été dans les affaires. C'est une solidarité. Alors, Isaac, nous prenons le cas Matata Ponyo, ça fâche ou bien ça peut être récupéré? C'est une honte pour une assemblée. Vous savez pourquoi? Parce que on dit c'est la chambre des sages. Une personne pour laquelle on sollicite la levée de son immunité, il est présumé toujours innocent. Il devait être auditionné par le procureur. Et après, on verra la suite. Lorsque la chambre qui est censée être la chambre des sages, permettre au procureur de travailler, bloque. Mais c'était une honte. Et l'indignation même pour l'intéresser, parce que qu'est-ce qui se passe? Il s'est dit, voilà, on est en train de mettre, d'instrumentaliser la justice pour l'empêcher à être ceci, cela. Papa, il y a une chose que nos politiciens doivent comprendre. Une fois que vous gérez une petite parcelle du pouvoir de l'État, vous avez l'obligation à n'importe quel moment de justifier votre gestion. Ok, qu'est-ce que dit? Il nous reste très peu de temps sur mes faits d'assis. Aujourd'hui, tel que le Sénat a conclu les débats autour de lever ou nos imiter Matata Ponyo s'est comporté dignement ou bien il y a à redire? Non, mais je crois que sans pour autant entrer aller en détail, le Sénat a agi conformément à son règlement intérieur d'abord. Premièrement, je condamne le fait que Matata n'a pas été livré. Je le condamne. Mais j'ai dit, le Sénat a agi selon son règlement intérieur. Qui dispose que lorsqu'il y a une demande de lever de l'immunité, le président du Sénat doit mettre en place une commission qui traite de ces dossiers. Et la commission auditionne les sénateurs incriminés qui se fait assister de 2 autres sénateurs ou d'un conseil. Et à la fin, la commission fait les rapports qui sera livré aux sénateurs au cours d'une séance, d'une plénière à huis clos. J'aimerais dire ici ce qui s'est passé dans cette séance à huis clos, parce que j'en ai eu l'information. S'il vous plaît. Allons droit au but, parce que je vais droit au but. Allons droit au but. Ce qui s'est passé, c'est que le président du Sénat a exhorté les sénateurs à coopérer avec la justice. Le président du Sénat a demandé à ce que les sénateurs permettent à ce que M. Matata Ponyo aille se faire blanchir devant la justice. Et c'est ce qui s'est passé. Malheureusement, le vote a révélé que 49 ont voté contre les réquisitoires. Il faut retenir aujourd'hui que nous sommes en face d'une dualité entre un régime d'impunité de M. Kabila qui demeure encore et l'instauration d'un état de droit. Nous sommes dans cette dualité aujourd'hui.
cette impunité à la peau dure. Le Sénat est constitué de qui aujourd'hui? Est constitué des anciens ministres de Matata Pogno, est constitué de ses anciens collègues du FCC. Donc, ils ont, comme le président de la République a dit, ils se protègent entre eux parce qu'ils se disent, en livrant Matata, nous allons ouvrir une brèche et demain, ça sera le tour de Makila, demain, ça sera le tour de celui-là. Je prends un exemple comme ça. Donc, je dis aujourd'hui, la vérité, c'est que c'est une déception ce qui s'est passé. Ils se protègent déjà. Ce qui s'est passé aujourd'hui au Sénat est une déception. Malheureusement, on en donne la responsabilité au président du Sénat qui n'a fait que respecter les règlements intérieurs. Il n'a pas une voix propondérante que les autres. Il a voté comme tous les autres sénateurs. On va clore notre entretien. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-on dire que le Sénat s'est dignement comporté? Mais Mukendi a évoqué le règlement intérieur du Sénat, c'est qu'il y a des droits d'ailleurs. On ne peut pas tirer dessus le Sénat. Parce qu'on est entré en face avec le règlement intérieur. C'est justice quand même. Je pense que le Sénat est constitué en grande partie des sénateurs de l'Union sacrée. Et on nous a dit que l'Union sacrée, c'est la vision du président de la République. Et cette vision va dans le sens de construire un autre Congo. Mais nous constatons que les mêmes sénateurs qui avaient dit qu'ils vont accompagner le président de la République, c'est-à-dire dans la lutte contre l'impunité, dans la lutte contre les détournements des deniers publics, l'instauration de l'état de droit. Ce sont encore eux qui ont pris la décision de ne pas livrer M. Matata à la justice. Et donc, j'insiste sur le fait qu'il y a eu de l'hypocrisie. Les gens, les politiciens, j'en ai deux ici avec nous, les politiciens ne respectent pas leurs engagements. Et c'est le problème de notre classe politique, le problème de manque de conviction. Et le manque de conviction manque aussi de responsabilité de pouvoir s'assumer. Vous êtes de l'Union sacrée, vous devez assumer cette vision. C'est ce qu'ils n'ont pas fait. Et donc, pour nous, nous pensons que le Sénat a vraiment donné une gifle très forte à la démocratie, à la lutte contre l'impunité et à la lutte contre les détournements de fonds de l'État. Et c'est un mauvais précédent. Et j'estime personnellement que la responsabilité, on ne peut pas la faire reposer sur le président du Sénat, comme on en entend parler. Il n'a aucun moyen de contrainte, aucun moyen de pression sur les sénateurs. Moi, je responsabilise chaque sénateur individuellement. Ce qu'ils ont fait, c'est une mauvaise chose, mais ils doivent savoir que dans 2 ans et demi, si M. Matata n'est pas reconduit à un poste où il peut jouir des immunités, c'est une partie remise et nous n'allons pas, en tant que société civile, le lâcher même pas d'un seul pas. Nous rappellerons toujours que ce monsieur a des comptes à rendre. J'ai fini en disant ceci. J'entends souvent les gens dire, permettez-moi, qu'on est en train de faire la chasse aux Congolais de l'Est. Mais c'est là que je ne comprends pas notre peuple. Pendant la période du président Kabila, beaucoup de gens de l'Est étaient au pouvoir. Et ces gens sont censés savoir qu'ils ont le devoir de redevabilité, de rendre compte. J'aurais voulu que mes frères et sœurs de l'Est disent, voilà, telle personne n'a jamais assumé des postes de responsabilité, mais pourquoi la justice les poursuit? On poursuit ceux qui doivent rendre des comptes et il faut qu'ils le rendent pour assainir la République. Ok, malheureusement, le débat était en train de prendre sa vitesse de croisière. On doit le clore ici. Merci à Isaac Bakoukou qui nous a fait l'honneur d'être là. C'est un plaisir pour moi d'être sur le même plateau que nous vous le concédons. Merci à Chris Mukendi pour sa participation. Merci à Mate Katende d'être avec nous. Le rendez-vous est pris très prochainement pour un autre numéro. Et ce type de débat, on va le continuer pour que le Congo soit suffisamment édifié. Merci à Serge Makoso, Rodilou Wado et Koupaboula pour le rapport technique. Nous vous disons merci, fidèle à nos programmes. Bonne soirée chez vous et bye bye. Merci.